Bonjour, ce cours suit le précédent chapitre sur la géométrie en espace où on s'était essentiellement intéressé à une géométrie affine dans l'espace. Aujourd'hui, on va munir cet espace-là de ce qu'on appelle son produit scalaire canonique, c'est-à-dire qu'on va lui donner une structure euclidienne, notamment en se dotant d'un outil qui nous permettra de mesurer quantitativement l'orthogonalité de deux vecteurs, de deux droites, et tout exercice sera menant à cette notion-là. La géométrie affine permettant essentiellement de s'intéresser à la collinarité de deux vecteurs, c'est-à-dire au parallélisme. On complète donc notre espace avec quelque chose qui va nous permettre de considérer de deux manières les deux propriétés principales de géométrie qui sont l'orthogonalité et le parallélisme. Le but de ce chapitre étant d'arriver à ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un plan, comme dans l'espace, de la même manière que l'année dernière, vous aviez vu l'équation cartésienne d'une droite, mais cette fois dans le plan. Donc je vais diviser cette vidéo en 2 ou 3 parties, et dans tous les cas, sauf mention contraire, on considérera toujours l'espace muni d'un repère orthonormé direct, qu'on appellera la plupart du temps OIJK, c'est-à-dire d'origine O, et dont les trois vecteurs de base sont appelés I, J et K. Donc on commence. La première chose à faire, c'est justement de définir ce produit scalaire. Alors, on se place dans l'ensemble des vecteurs, et on sait depuis la seconde que l'ensemble des vecteurs, qui sont des objets qui ont une direction, un sens et une longueur, c'est-à-dire des objets qui sont égaux si et seulement si ces trois valeurs sont égales. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même longueur, même direction, même sens, même longueur. Cet espace est doté d'un vecteur nul, c'est-à-dire un vecteur qui n'a aucune direction, donc pas de sens non plus, mais qui a une longueur nulle. On a vu aussi qu'on pouvait doter cet espace d'une addition de vecteurs, avec la relation de Chasles notamment, et aussi de ce qu'on appelle une loi externe, c'est-à-dire qu'on pouvait multiplier un vecteur par un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel, et construire le vecteur lambda u comme étant un vecteur qui avait la même direction que u, c'est-à-dire collinaire à u, mais avec un sens soit égal à u si lambda est positif, soit opposé dans le cas où lambda était négatif. Quant à sa longueur, elle est égale à lambda fois, valeur absolue de lambda fois la longueur de u. Donc ainsi doté, on dit que l'espace des vecteurs, vous verrez plus tard, est doté d'une structure de ce qu'on appelle de R espace vectoriel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit de vecteurs. Alors attention, ce n'est pas un produit de vecteurs, on ne va pas obtenir un vecteur, on va obtenir ce qu'on appelle un scalaire, c'est-à-dire un réel. Donc si on prend deux vecteurs u et v repérés par leurs coordonnées, x, y, z et x', y', z', comment va-t-on définir le produit scalaire de ces deux vecteurs? Vous avez trois définitions équivalentes, donc on va montrer quelles le sont. La première étant que le produit vectoriel de u par v, le produit scalaire de u par v est égal à la somme des produits des coordonnées. Une deuxième définition qu'on montrera équivalente, c'est à partir des normes, et vous devrez savoir que le produit scalaire de u par v est aussi égal à la demi-somme de la norme de u au carré plus la norme de v au carré moins la norme de la différence au carré. Enfin, une définition qui est chère à vos profs de physique, qui est qu'on peut définir un produit scalaire à partir du produit des normes des deux vecteurs u et v multiplié par le cosinus de l'angle orienté qu'ils forment. Donc trois définitions équivalentes qu'il va falloir d'abord démontrer comme étant équivalentes, puisque si vous voyez bien, ces trois égalités sont quand même extrêmement différentes. On va commencer en montrant que la première définition est équivalente à la deuxième. Donc, donnons-nous deux vecteurs u et v, de coordonnées x, y, z, x', y', z'. Trouver les coordonnées de u moins v est relativement facile, puisque ce sera la différence des coordonnées. Et on calcule la norme de u au carré, plus la norme de v au carré, moins la norme de u moins v au carré, avec des formules que vous connaissez depuis la seconde. Donc, par exemple, la norme de u au carré sera égale à x carré plus y carré, celle de v au carré, x' au carré, plus y' au carré, et il n'y a plus qu'à retrancher la norme de u moins v au carré
en développant une identité remarquable correctement, on va obtenir, après simplification, bizarrement, 2 facteurs de xx' plus yy' plus zz', c'est-à-dire 2 fois la première expression du produit scalaire de u par v. Comme on a raisonné par équivalence, on a ainsi démontré que la première forme est égale à la deuxième forme. Pour démontrer la troisième, sachant qu'on a déjà démontré que 1 et 2 est équivalentes, il suffit par exemple de montrer que soit 3 est équivalent à 1 ou que 3 est équivalent à 2. J'ai choisi 3 égale équivalent à 1 puisque c'est plus facile. Alors, pour montrer ça, je vais avoir besoin d'un repère pour avoir les coordonnées des vecteurs u et v. Donc là, l'idée de la démonstration est de considérer justement un repère un peu particulier où le premier vecteur de base va être choisi collinaire au vecteur u par exemple. L'avantage, c'est que dans ce repère-là, les coordonnées du vecteur u seront extrêmement faciles. Vous allez le voir tout à l'heure. Il ne restera plus qu'à trouver les coordonnées du vecteur v. Donc dans ce repère où i est choisi collinaire à u, les coordonnées du vecteur u sont justement en abscisse à norme, u, c'est-à-dire la distance de O à l'extrémité de la flèche du vecteur u. Il a une ordonnée et une cote qui est nulle, par choix du repère. Il ne reste plus qu'à trouver les coordonnées du vecteur v, qui sont les coordonnées du point B, choisies comme de telle manière que le vecteur OB soit un représentant du vecteur v, en projetant sur l'axe abscisse et sur l'axe des ordonnées, un petit peu de trigo, montre facilement que les coordonnées du point M, donc du vecteur v, sont justement la norme de v multipliée par le cosinus formé entre l'axe des abscisses et le vecteur OB, c'est-à-dire l'angle orienté entre les deux vecteurs u et v. On trouve donc en abscisse norme de v multipliée par cosinus de uv. En ordonnée, même si on n'en a pas besoin, la norme de v multipliée par sinus par u par v, et la cote nulle. Les deux vecteurs u et v étant coplanaires, on a pu choisir un plan qui les contenait tous les deux. C'est d'ailleurs pour ça que leur cote est nulle. Plus facile. On n'a plus qu'à calculer le produit scalaire de u par v en utilisant la première formule qui s'écrit comme étant la somme du produit des coordonnées. On obtient facilement, en multipliant les abscisses, norme de u, norme de v, cos uv, exactement ce qu'on veut. Et l'ordonnée nulle du vecteur u permet d'éliminer le norme de v sinus uv. Donc on retrouve facilement norme de u, norme de v multiplié par cos uv. Ces trois formes-là sont donc équivalentes. Je vous les remontre une dernière fois. Somme des produits des coordonnées, demi-somme de la norme au carré de u et v et de l'opposé du carré de la norme de u moins v. Et enfin, la formule de physique, norme de u, norme de v, cosinus uv. Je ne sais pas si vous avez vu cela en physique, mais l'expression du travail d'une force F le long d'un trajet AB se calcule justement comme étant le F scalaire AB. Cette formule permettant de se concentrer essentiellement sur la composante tangentielle au déplacement. À condition que vous sachiez ce qu'est une composante radiale et une composante tangentielle. J'espère que vous l'aurez vu en physique. Donc, ces trois formules-là étant sues, la moralité de l'histoire, c'est que, suivant les énoncés, vous aurez à choisir, je vous le conseille en tout cas, l'une des trois formes. De toute manière, vous verrez que, suivant les énoncés, l'utilisation de tel ou tel est clairement conseillée, sinon vous n'y arriverez pas. Donc le premier exercice 1 vous permet de vous exercer à calculer certains produits scalaires dans un cube. C'est relativement facile, d'autant plus que je vous dis quelle forme utiliser. Entraînez-vous, c'est relativement facile. Retenez aussi que le produit scalaire permet de calculer, dans le cas où il est non nul, rapidement l'angle entre deux vecteurs. Si vous prenez la troisième formule qui dit que le produit scalaire de u par v est égal à norme de u, norme de v fois cosinus uv, si le produit scalaire est non nul, notamment cela veut dire que les normes ne le sont pas, donc on peut diviser les deux membres de l'équation par norme de u et norme de v, et obtenir rapidement le fait que le cosinus de l'angle orienté formé par u par v est égal à u scalaire v divisé par le produit de l'ordre de norme. Petit exercice d'application qui suit, simplement calculer
des angles, soit dans un cube, soit dans l'espace. À partir des coordonnées, vous avez 3 exercices, exercices 2, 3 et 4, qui se ressemblent et qui vous permettront de choisir et d'apprendre à utiliser les différentes formules du produit scalaire. Il est bon de faire cet exercice-là avant d'avancer. Donc je vous laisse dessiner. L'exercice 5, même chose. Vous êtes dans un cube. On vous guide un peu moins et on vous demande de calculer un certain angle, la mesure algébrique d'un certain angle, c'est-à-dire IJC. À vous de trouver et de calculer ce dont vous aurez besoin. Le produit scalaire s'appelle produit scalaire. On a compris pourquoi il s'appelait scalaire, puisqu'on obtient un nombre et non pas un vecteur. C'est-à-dire qu'on tombe dans ce qu'on appelle le corps des scalaires. Ici, c'est R. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle produit scalaire. Pourquoi l'appelle-t-on produit? Mais justement, la propriété 2 va vous permettre de faire le lien entre le produit des nombres réels et le produit scalaire. En fait, ce que dit cette propriété, c'est que le produit scalaire se comporte exactement comme le produit des réels. Première chose, la commutativité, que vous appellerez plus tard la symétrie. Faire calculer U scalaire V ou V scalaire U. Regardez la première forme, que vous calculez XX', YY', ZZ' ou X', Y', Z', et exactement pareil grâce à la commutativité du produit des réels. Donc le produit scalaire est symétrique. Même chose, au lieu de calculer lambda U scalaire V, il est tout à fait équivalent de calculer le produit scalaire de U par V et de multiplier par le réel lambda. Enfin, propriété qu'avait la multiplication sur l'addition, c'est qu'elle était distributive sur l'addition. Et bien, c'est exactement la même chose pour le produit scalaire. La définition est relativement simple, il suffit juste de prendre des coordonnées pour chaque vecteur, donc vous aurez beaucoup de primes et de primes'. Faites attention, regrouper, la démonstration est assez facile et vous permettra de démontrer que U scalaire, une somme, est égale à la somme des scalaires. C'est-à-dire U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Démonstration facile, l'objectif étant juste de se dire que le produit scalaire, si on l'a nommé ainsi et pas somme ou différence ou quotient, c'est que ça ressemblait effectivement à un produit. On va voir que d'ici pas longtemps que c'est juste un peu plus fort. Donc la suite, à partir du moment où on a ces propriétés qui ressemblent au produit des réels, on peut aller plus loin et obtenir une propriété qu'on appelle de double distributivité, que vous aviez vu en 5e sur les réels, et qui est exactement la même pour le produit scalaire, qui dit que A plus B scalaire C plus D est égal à la somme des différents produits scalaires que vous pouvez former. À partir de là, on se rend compte aussi que si on calcule U scalaire U, notamment avec les coordonnées, on se rend compte qu'on le retrouve, par exemple, en ayant noté X, Y, Z, les coordonnées du vecteur U, on se rend compte que U scalaire U est égal à X carré plus Y carré plus Z carré. C'est-à-dire, en reprenant une formule de seconde, on retrouve la longueur ou la norme du vecteur U au carré. Autrement dit, on va noter plus simplement, au lieu de noter U scalaire U, qui est un peu long, on va le noter comme on a envie U, vecteur U au carré, qui ne veut pas dire grand-chose, attention, c'est une notation, mais qui sera égale à la norme de U au carré. Et dans les cas où il n'y aura pas d'ambiguïté, on notera tout simplement U carré. Voilà, sans la flèche. Mais en se rappelant à quoi c'est égal. À partir de là, si vous vous amusez à développer la somme de U plus V au carré, c'est-à-dire U plus V scalaire U plus V, vous retrouverez des identités que vous connaissez et qu'on appelle des identités remarquables. Autrement dit, norme de vecteur U plus vecteur V au carré va être égale à U au carré plus 2U scalaire V, attention, c'est pas un fois, hein, c'est un produit scalaire, plus V carré, qui n'est pas du tout égal à V fois V, hein, je vous le rappelle, mais simplement égal à V scalaire V, que vous aurez pu noter aussi V carré tout court, sans la flèche. Encore une fois, facile à démontrer. Le lien important est maintenant le paragraphe sur l'orthogonalité qui va montrer que le produit scalaire est quelque chose d'extrêmement puissant en géométrie. Alors d'abord la définition, comment on définit des vecteurs orthogonaux? On dira que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leurs directions le sont. De la même manière, on disait que deux vecteurs étaient parallèles. Le terme pour les vecteurs c'est colinéaire. Et ici je vais faire l'abus de langage. De la même manière, on disait que deux vecteurs étaient parallèles si et seulement si leur direction l'était. Ok, on fait passer une propriété géométrique et une propriété vectorielle
en utilisant le même vocabulaire. Le théorème cadre est fondamental, il dit que U scalaire V est égal à 0, donc un produit scalaire est nul, si et seulement si, vous ne serez pas étonné de récupérer soit U ou V est égal au vecteur nul, donc là, on est en accord avec la ressemblance entre le produit scalaire et le produit des réels. Par contre, plus fort, si aucun des deux vecteurs n'est nul, dans ce cas-là, c'est équivalent à dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. On voit se dessiner le lien entre le produit scalaire et l'orthogonalité de deux vecteurs. Comment cette formule se démontre? De différentes manières, mais très facilement toujours. On va prendre par exemple ici la deuxième forme du produit scalaire qui dit que U scalaire V est égal à norme de U, norme de V, cos UV, qui est un produit dans R. Un produit dans R est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit norme de U est égal à 0, c'est-à-dire équivalent au vecteur U est égal au vecteur nul. Même chose pour le vecteur V, norme de V est égal à 0, soit équivalent à norme de V est égal à 0. Dernier cas, le cosinus de l'angle orienté UV est égal à 0. Et on sait qu'un cosinus n'est nul que si et seulement si l'angle est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Que ce soit égal à moins pi sur 2 ou à plus pi sur 2, la conséquence géométrique est la même, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc retenez ce théorème-là qui est fondamental, comme je l'ai marqué. Un produit scalaire est nul si et seulement si, soit les vecteurs sont nuls, soit ils sont orthogonaux. Donc, si vous avez un produit vectoriel nul, un produit scalaire nul, les vecteurs sont orthogonaux. Si vous voulez montrer si les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Chose extrêmement importante, qui montre que notamment une force qui est normale au déplacement a un travail nul en géométrie. Sûrement un petit exercice qui suit, fondamental, exercice 6, juste une petite équation où on vous demande de chercher des constantes pour que des vecteurs soient orthogonaux. À vous d'écrire une petite équation et de résoudre, si vous trouverez soit une valeur ou deux valeurs ou je ne sais pas combien. L'exercice 7 est à savoir faire absolument, même chose, important, il y a la correction que je ne vous lirai pas, comme sinon vous ne ferez pas. Un exercice de bac, Pondichéry 2015, extrêmement facile, même si l'algorithme n'est pas le plus optimisé possible, vous retrouverez assez rapidement ce qu'il calcule, juste en lisant la dernière ligne de l'algorithme. Un petit sujet de bac 2015, où on considère un repère orthonormé et une représentation paramétrique de droite. On vous demandera sûrement de trouver des vecteurs normaux et de calculer les longueurs. Ici se clôture cette vidéo sur le produit scalaire. N'allez pas plus loin sans avoir fait les exercices indiqués. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo où on s'intéressera un peu plus particulièrement au plan. Comme je vous rappelle, notre objectif étant de trouver ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un plan. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi on avait besoin de définir un produit scalaire et la notion de vecteurs orthogonaux. Je vous retrouve bientôt. Au boulot!